Bonjour à toutes et à tous, c'est Alan Ducaté sur la chaîne Captain Process. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une interview vidéo avec Arthur Foudren. Alors Arthur Foudren qui en fait n'est autre qu'un ex-collègue, entre guillemets, avec qui on a été à l'armée ensemble. Et c'est vrai que toi aujourd'hui, Arthur, tu as un parcours qui est quand même vachement atypique. Je dirais que tu as su trouver ta voie et peu importe ce qui se passait autour de toi, tu as suivi ton truc. Et au final, je pense qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose que tu aimes. Et c'est vrai que j'avais envie de partager ton parcours parce que pour moi, en tous les cas, je le trouve inspirant. D'autant plus que là, on a quelques jours du départ de ton expédition. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard et puis on expliquera tout ça. Alors du coup, Arthur, est-ce que tu peux rapidement te présenter, voilà, te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. Allez, merci Alan. Donc, je m'appelle À Arthur, toi. j'ai aujourd'hui 27 ans. Donc, je me suis engagé au 27e BCA à 17 ans et demi, 18 ans. On s'est retrouvé avec Alan en Afghanistan, en OPEX hiver en 2011-2012. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris que je devais personnellement évoluer soit en quittant le cursus militaire, soit en évoluant vers une orientation cadre supérieur, officier, sous-officier, voire commando. Finalement, j'ai décidé de quitter l'armée pour pouvoir exploiter mon potentiel et mes capacités. Le circuit de reconversion n'a pas été forcément évident, donc j'ai demandé l'assistance de Défense Mobilité, comme la plupart d'entre nous. Ouais. Donc, ils Ouais. m'ont orienté vers des voies assez basiques. Là, du coup, on rentre dans le vif du sujet, dans la reconversion professionnelle. Du coup, toi, tu as fait appel à Défense Mobilité. Petite question, à partir de quand est-ce que tu as commencé à faire appel à leur service? Comme après 3 ans et demi, 4 ans de service, je savais que j'allais partir. J'ai immédiatement rendu compte à ma hiérarchie et je suis parti voir l'antenne qui était à Annecy, dans mon bataillon, pour comprendre le procédé, le processus pour pouvoir quitter l'armée avec mon droit à la reconversion. Moi, ce qui m'a un petit peu dérouté, c'était le discours qui incitait plutôt les militaires à rejoindre des métiers, on va dire, classiques. Les orientations vers la sécurité, cordistes ou le bâtiment, ils ont naturellement orienté la plupart des soldats vers ces voies, puisque Annecy envoie beaucoup d'anciens soldats vers Genève pour faire de la sécurité, par exemple. Un peu moins pour cordistes, mais ça reste quand même une orientation assez fréquente. Ils se reposent sur eux, ils se reposent sur le passé d'autres militaires qui ont quitté, qui ont suivi ce parcours. Ils ne cherchent pas spécialement à partir vers des orientations, on va dire, atypiques. La plupart de mes collègues qui ont trouvé aujourd'hui un métier atypique se sont débrouillés d'eux-mêmes. Voulu suivre cette reconversion pour avoir droit à une formation. J'ai pris l'option cordiste sans vraiment savoir où j'allais mettre les pieds, c'est-à-dire que je voulais un travail qui me permettait d'aller travailler à l'étranger. Quand je dis l'étranger, c'était vraiment, je voulais partir dans un pays en voie de développement ou un pays pauvre. On m'a avancé l'idée avec la formation de cordiste, je trouverais du travail partout dans le monde, que je pourrais m'épanouir et m'intéresser dans cette voie. Quand j'étais toujours à l'armée, donc j'ai fait mon dossier, ce qui a été Mhm. plus ou moins compliqué, mais moi je m'en suis plutôt bien sorti par rapport à d'autres collègues, c'est-à-dire que j'ai réussi à le finir en clôturant mon contrat au bout de 5 ans et 6 mois à l'armée, alors que d'autres ont fini en 6 ans, voire plus. J'ai juste une question, Arthur, du coup, par rapport à ça. C'est vrai que tu nous as dit que tu as fait ta formation de cordiste, etc. Est-ce que c'était vraiment toi ce que tu voulais faire à la base? Franchement, non. Je suis rentré dedans parce que je me suis dit que ça allait être sportif et j'allais travailler en montagne et à l'étranger. Mais ça m'a pas plus intéressé que ça. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup travaillé en tant que cordiste, hein. J'ai fait quelques missions en tant qu'intérimaire. J'avais aucune envie de monter une boîte ou de travailler comme ça. Ce qui m'intéressait dans le truc de cordiste, en fait, j'ai pris cordiste parce que ça me permettait de bouger à droite, à gauche, en France et à l'étranger. C'était ça qui m'a séduit. Mais je voulais absolument pas faire cordiste en particulier. Moi, ce que je cherchais, c'était plutôt partir dans des métiers, peut-être reprendre des études et repartir dans des métiers qui m'inciteraient à avoir une approche peut-être anthropologique ou géopolitique de pays à l'étranger.
Donc je me voyais bien être reporter ou travailler dans une ambassade ou quelque chose comme ça. Malheureusement, comme je n'ai pas mon bac, j'ai eu quelques freins et à la cellule défense mobilité, ils m'ont dit que ça coûtait une fortune et qu'ils ne financeraient pas le fait que je repasse un bac. Parce qu'il faut passer par le CNED, je crois que ça s'appelle. Ça coûte pas excessivement cher, mais ça coûte une petite somme pour repasser le bac. Mais ils disent qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour nous donner un travail. Ils ne sont pas là pour C'est nous de faire. retourner trouver un emploi. C'est de retourner. Voilà. Il faut qu'on ait un travail, c'est tout. Mm. C'est leur objectif. Donc, du coup, quand j'ai fini cette formation, j'ai essayé un petit peu de m'outiller un peu plus. Donc, j'ai passé un certificat de posé au tir, ce qui veut dire bout de feu. Donc, j'ai un diplôme qui m'accorde la manipulation d'explosifs détonants comme de la dynamite et des émulsions et des mélanges. Je voulais faire cordiste et dynamiteur en même temps. D'accord. Et Excellent. je cherchais l'originalité. D'ailleurs, j'ai fini, ouais, j'ai été major de ma promo quand j'ai passé ce diplôme. Ouais, Ça s'est très bien passé. Alors, j'ai eu tout de suite des propositions de travail, mais c'était dans le Vaucluse ou c'était en Corrèze ou c'était dans le sud-ouest. Et moi, je voulais partir à l'étranger. Donc, j'ai dit merci, mais je voulais continuer ma propre voie. ouais, J'ai travaillé un peu en tant que cordiste à Paris parce que je voulais travailler sur la Tour Eiffel. J'ai pas d'accord. travaillé sur la Tour Eiffel. J'ai fait du théâtre et j'ai lavé deux trois vitres, voilà. Donc ça m'a vite saoulé. Honnêtement, ça m'a tout de suite saoulé. Je me suis dit, j'ai envie. Je comprends que l'on doive commencer par tout en bas. Ouais, Mais bien bon, sûr. après avoir fait 5 ans d'armée, après avoir été fossoyeur, travaillé en marbrerie funéraire, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaise. Donc ça, Paris, ça m'a vite dégoûté, ça m'a vite donné envie de tourner la page. Donc en parallèle, moi, je faisais mes propres voyages pour commencer à explorer le monde et à découvrir quelles possibilités je pourrais avoir, quelle opportunité pourrait s'offrir à moi en sortant de la France et de l'Europe. Et finalement, je suis tombé sur une annonce pour faire de l'humanitaire pendant 3 mois au Cambodge, D'accord. euh, où j'ai sauté dessus en tant que professeur de français et d'anglais, comme je me débrouille bien en anglais. Du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé à tomber sur une annonce pour de l'humanitaire? C'est quelque chose qui te parlait? C'est quelque chose, tu avais déjà une sensibilité là-dessus ou c'est le pur hasard? Bah, je cherchais déjà à faire de l'humanitaire honnêtement. J'ai cherché à aller au Kurdistan et en Syrie pendant les affrontements, légalement, hein, en cherchant des ONG. Bien sûr. Euh, je ne voulais plus faire la guerre, je voulais juste aider les gens qui subissaient la guerre en fait. Ça m'avait un petit peu marqué de voir les enfants en Afghanistan, etc., touchés, les civils touchés qui étaient les premières victimes de la guerre. Et je me suis dit, avec cette expérience, avec ce regard qu'on a eu, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir apporter quelque chose à un enfant, à n'importe qui, quoi. Même juste jouer ensemble ou apprendre un petit truc, avoir une base quelque part, c'était mon credo, c'était mon objectif. Donc j'ai vite compris que enseigner l'anglais et le français gratuitement dans un village au Cambodge, ça serait une expérience fructifiante, autant pour moi que pour les jeunes, quoi. Rester 3 mois en plus, c'était un engagement personnel important. C'est pas du volontourisme comme on appelle. C'est vraiment s'impliquer au sein des familles, s'impliquer au sein des jeunes pour pouvoir apporter quelque chose. Ouais, bien sûr. Au final, je suis toujours là aujourd'hui. Je suis toujours au Et Cambodge donc, après 3 ans. là, tu es en direct du Cambodge. Je vous appelle depuis le Cambodge, depuis Kep, un petit village à la frontière vietnamienne, au bord de mer. Nous avons la jungle, nous avons la mer, et tout se passe bien. Là, tout en restant au Cambodge, j'ai évolué personnellement. Donc, je suis passé de bénévole à manager responsable d'une association sportive. Donc, on s'est un petit peu développé. J'ai même réussi à décrocher une cagnotte pour pouvoir emmener les enfants tous les dimanches. Donc, nous, notre objectif, moi, mon objectif en tant que responsable, c'était de faire voyager les enfants, de leur offrir une journée de relâchement, une journée de découverte. Donc tous les dimanches, je les emmenais, je louais un bateau, on partait sur les îles, on a même fait du paintball, je les ai emmenés faire du camping dans la jungle avec mes compétences
de militaire de survivalisme, je suis capable d'emmener des gens dormir dans la jungle et pouvoir découvrir des choses très sympas Ah, autour de Kep. tu as vécu de ça alors? Tu as pu vivre du fait d'emmener des gens dans la jungle en mode survivaliste, etc. Un petit peu, oui. Hein. J'ai fait ça, on va dire, illégalement. Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de brevet de guide. Mais avec les compétences que j'ai, comme je me suis marié avec une femme khmer, ses parents m'ont appris ce qu'ils connaissent de la jungle, de la forêt. À partir de ça, j'ai pu me développer personnellement, acquérir de nouvelles compétences et expériences pour pouvoir partir sur quelque chose qui me plaisait vraiment. Rester dans la nature, rester dans le survivalisme, c'est un mot un peu à la mode, mais c'est plutôt rechercher à se débrouiller avec le peu qu'on a, donc à s'adapter, comme ce qu'on apprend à l'armée en manœuvre ou quand on part en OPEX. Donc ça, c'est à partir de ce point, un point que j'apprécie particulièrement à l'armée, que j'ai pu continuer à me développer à continuer à avancer dans cette voie. Donc j'ai partagé ça avec les enfants et partagé ça aussi avec des touristes ou des expats qui me demandaient des conseils ou qui me demandaient des services pour que je les promène pendant un week-end ou 3 jours ou 4 jours dans la jungle. Donc là, aujourd'hui, tu vis de ton poste de responsable manager du camp de sport. Voilà, c'est un salaire khmer, hein, donc on reste je gagne 150 à 200 dollars par mois, ce qui est suffisant pour vivre ici. Pas vivre à l'occidental, bien entendu, mais comme je me suis marié avec une femme khmer qui parle français, ma femme m'héberge chez sa famille, donc je vis avec ses parents. Euh, j'ai une vie traditionnelle, on va dire, une vie simple. C'est quelque chose que j'ai totalement accepté et je me suis complètement impliqué là-dedans, donc je n'ai absolument aucun regret. Je suis très content du parcours que j'ai pu faire. Passer de cordiste à responsable d'un centre sportif pour des enfants au Cambodge, franchement, je suis très content de ça. Euh, Actuellement, ce poste, je l'ai quitté. Comme tu le sais, je pars d'ici la fin de la semaine en expédition. En parallèle, en dehors du cursus professionnel, etc., j'étais toujours avide de connaissances, avide d'aventures. Donc, je suis parti tout seul, baroudé, dans 4 coins du monde. Un collègue de l'armée qui est franco-érythréen m'a invité chez lui dans sa famille, qui est une des pires dictatures du monde. Donc, j'ai découvert l'Afrique profonde, en me Alors, cachant des checkpoints, hein, etc. ceux qui n'ont pas entendu, on parle bien du pays, l'Érythrée, qui est un tout petit pays d'Afrique. Voilà, dans la corne de l'Afrique, entre le Soudan et la Somalie et l'Éthiopie. Un jour, j'ai une proposition, un ami anglais que j'avais rencontré en Colombie m'a proposé de partir au Pakistan. 2 personnes comme ça, en 2016, oui, hiver 2016, D'accord. printemps 2016. Et je me suis dit, bon, l'Afghanistan, c'était une expérience assez intense, etc. Le Pakistan est un acteur principal de cette guerre. Comment ça va se passer? Et j'ai voulu y aller pour voir comment ça se passait. Donc je lui ai dit oui. En moins de 3 semaines, j'ai fait mon visa, je suis parti au Pakistan. Et en rencontrant les Pakistanais, en allant dans les montagnes, dans les anciennes zones tribales qui étaient auparavant occupées par les talibans, je me suis ouvert un autre regard qui m'a incité à aller plus loin, à continuer dans cette voie de chercher à découvrir les Ouais. choses, de chercher à aller plus loin. Donc c'est devenu ma passion. Et cette passion, Ça j'ai a été un voulu déclic alors. C'est le Pakistan qui a exact, donné ce déclic-là. exactement. Donc je suis après retourné au Pakistan tout seul. J'ai traversé toutes les zones tribales, même la frontière afghane en moto, seul en moto. J'étais hébergé chez les gens. J'ai pris l'hôtel, j'ai dormi 2 nuits seulement en hôtel en un mois parce que la police m'y a forcé en raison de présence de talibans qui avaient fait sauter une école ou des choses comme ça. Hein. J'étais complètement témoin des atrocités que les talibans pouvaient faire. Et j'étais témoin et j'étais aussi, je partageais le quotidien des Pashtuns et des gens qui subissaient la guerre. Donc ça m'a profondément marqué et ça m'a incité à continuer et à transformer cette passion du voyage, on va dire de l'extrême, en un métier. Donc là, j'ai lancé le projet Mission Mekong qui va m'amener à remonter l'intégralité du Mekong en kayak, seul et sans assistance, du Vietnam jusqu'au nord du Tibet.
Donc 5000 km tout seul, donc 9 mois à ramer. Voilà. Plus 300 km à faire à pied pour remonter jusqu'à la source du Mékong. Mon objectif, de me faire une idée propre de l'évolution actuelle du Mékong. Donc voilà, mon objectif, c'est de traverser le Tibet, des zones incroyables et potentiellement dangereuses, hein, comme le Triangle d'Or, qui est une zone de trafic d'opium très active. De traverser ces zones, de ramener des médias, de ramener des vidéos, des photos, des témoignages, et d'en écrire un livre pour pouvoir, avec mon petit frère, qui est mon soutien en France métropolitaine, Ouais. qu'on puisse créer notre entreprise, notre association de voyage et d'expédition, et vivre de ça, quoi. Et De rentrer l'objectif, dans... c'est ça alors. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif de vivre de l'exploration, de l'expédition, et de pouvoir s'épanouir dans un milieu qui... C'est un petit peu comme quand on parlait, par exemple, des services secrets, quand on était à l'armée, quand on parlait des services secrets, c'est un petit peu le côté obscur, c'est-à-dire le mystérieux, personne ne connaissait. Le monde de l'exploration, c'est un petit peu ça. Quand on entend les Mike Horn, tous ces aventuriers qui font des choses incroyables, tout le monde dit « Ah, j'aimerais beaucoup faire comme lui », mais personne ne se donne les moyens. Donc moi, je tente ma chance, je fais juste les choses comme je peux, et au final, j'ai pas mal d'explorateurs qui m'ont contacté, des aventuriers beaucoup moins connus, mais qui ont fait des choses tout aussi incroyables, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit « Vas-y, fais-le ». De toute façon, si tu ne le fais pas, soit quelqu'un le fera à ta place, mais toi, tu ne le vivras pas, quoi. Donc voilà, l'objectif est de vivre de ça. Mon petit frère et mon binôme, hein, c'est lui qui me soutient. C'est plus qu'un soutien, c'est vraiment mon partenaire. C'est lui qui assure la logistique, il assure la diffusion des médias, etc. Pendant que moi, je vais faire le défi, le challenge sportif. Mon frère, lui, aura un challenge plutôt communication et on vise YouTube. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte que YouTube était une plateforme qui permettait d'exprimer sa créativité sans limite, sans censure, on va dire, sans avoir un chef qui nous dit bah non, tu devrais plutôt faire ci, faire ça, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram, hein, sur les mêmes noms. Il y a un site internet aussi, on a créé un site internet qui s'appelle Arthur Fourdren également, où vous pourrez suivre un petit peu je fais un bref résumé de mon parcours, de ce qui m'a amené à devenir aventurier en herbe, et explique les processus pour élaborer cette expédition qui s'appelle Mission Mékong. Donc ce n'est que la première avant de nombreuses, hein. Le but, c'est de faire ça quand même au moins une dizaine d'années, et puis de rentrer en France pour intégrer l'école des guides de haute montagne de Chamonix, puisque la montagne... J'allais y venir. D'accord. On a y venir. Voilà, donc la montagne me manque un peu, le Cambodge c'est beau, le Cambodge c'est vert, mais ça manque de neige un petit peu. Donc, mon désir, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, le Pakistan m'a vraiment fait un choc, un déclic. Toutes ces montagnes sauvages, c'est 6000, c'est 8000. Quand tu vois le K2, le Nanga Parbat, j'ai eu la chance de voir ces deux sommets, j'étais là. Dire non, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je ne serai pas un pionnier parce que ça a déjà été, ces sommets ont été conquis, mais je veux y retourner. Je veux quand même voir les choses toujours dans la même méthodologie, voir les choses par moi-même. Que quelqu'un me dise j'ai fait le K2, j'ai fait Nanga Parbat, ouais, c'est super, mais moi aussi je veux y aller. Moi aussi je veux voir les choses, je veux faire les choses moi-même. Ce qui m'a amené justement globalement dans mon parcours à sortir des sentiers battus, à oser faire des choses qui paraissent farfelues ou inédites, on va dire, hein. Et au final, je m'épanouis à fond, bien loin des conseils de défense mobilité, bien loin des parcours, on va dire, classiques. Voilà. Ok. Eh ben, franchement, merci beaucoup Arthur pour ce témoignage. Et moi, vraiment, pourquoi est-ce que je dis que ton parcours, il est inspirant? Il y a les personnes qui vont suivre vraiment leur courant intérieur et leurs propres aspirations et qui vont y aller, même si on ne sait pas comment ça va marcher forcément matériellement, etc. Eh ben, on se laisse porter juste parce qu'on aime. Et ce qu'on se rend compte, en fait, quand on fait ça, c'est que les choses, elles arrivent naturellement. Lorsqu'on fait vraiment quelque chose qu'on aime, eh ben, naturellement, on est bon dans ce qu'on fait
Et donc, du coup, vu qu'on est bon dans ce qu'on fait, les gens nous font confiance. Et vu que les gens nous font confiance, bah, ils nous accompagnent, ça nous ouvre des portes et on va trouver des possibilités. Simplement, Exactement. toi, concrètement, tu te retrouves à être au Cambodge. Et ce qu'on n'a pas dit par rapport à tout ça, c'est que pour cette mission Mekong, eh ben, à la base, tu ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas, si ça allait être possible de le faire ou pas. Tu as mis en place une cagnotte sur, rappelle-moi le site internet. Sur Ulule. Ah, Ulule. sur Ulule. Voilà, tout à Mm. fait. Et du coup, tu as pu obtenir combien est-ce que tu as réussi à acquérir en somme d'argent? Je crois que c'était aux alentours de 6 700 euros, quelque chose Voilà, comme ça. tu as réussi à avoir 6 700 euros. Et ça, pourquoi? Parce que tu t'es laissé porter par ton truc, parce que des gens t'ont fait confiance là-dedans, parce qu'après, il faut le dire aussi, c'est une expédition qui est juste incroyable, inédite. Personne, aucun être humain n'a remonté le Mékong. Mais toi, c'est quelque chose qui t'aspire, en tous les cas, tout ça t'a apporté ici. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Tu as juste réussi à suivre, toi, ton propre courant intérieur, à pas écouter tout ce que les autres disaient. En plus, Mm, je dirais, tu as fait cette formation de cordiste qui, au final, est cohérente avec ton objectif final de devenir guide d'eau en montagne, de vivre de l'aventure, etc. Donc, c'est toutes ces expériences de vie-là qui t'ont amené là. Et tout ça parce que, je dirais, par rapport aux autres, tu as fait cette introspection où tu savais où est-ce que tu voulais aller. Et tu t'es dit, peu importe ce que les gens me disent, je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie de faire. Et il y a peu de personnes aujourd'hui qui ont l'audace et le courage de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que lorsqu'on aime quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et que les gens, ils vont nous suivre surtout. Et toi, tu t'es laissé porter par ça. Et c'est pour ça que ton histoire, elle est hyper, hyper inspirante. Bah écoute, en tous les cas, franchement, Arthur, je suis vraiment content qu'on ait pu faire cette petite interview. J'espère qu'en tous mm. les cas, ça en inspirera plus d'un. S'il y en a d'entre vous qui J'espère aussi, ont ouais. envie de voyager, qui ont envie de partir à l'aventure ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site internet d'Arthur. Moi, je le mettrai de toute façon en description en dessous de la vidéo. Vous aurez juste à suivre le lien et à cliquer dessus. Donc, comme tu le disais, ben, tu as mis aussi des processus, ton petit parcours qui t'ont permis d'en arriver à là aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile de quitter l'armée, je sais que c'est pas facile de rentrer dans un monde que certains n'ont jamais connu, parce que comme moi à 17 ans et demi, j'étais dans un lycée général, je suis tout de suite rentré dans l'armée, j'ai pas vraiment connu le monde civil, le monde du travail à proprement dit, c'est-à-dire avoir une assurance, payer des impôts, toutes ces choses-là, mais t'es complètement inconnu. Tout, si je peux dire quelque chose, c'est tenter, au moins essayer. À essayer, on peut que obtenir au moins une approche de nos rêves. Juste une question, du coup, je me permets. Euh, une qualité pour toi, la qualité principale qui t'a permis d'en arriver à là aujourd'hui. Ma détermination, je dirais. Je pense il faut écouter quand les gens vous disent non, mais il faut comprendre pourquoi eux disent non. Il ne faut pas écouter, se dire ils disent non, ils ont raison. Il faut essayer de tourner ça en notre avantage. Donc la détermination, une volonté de faire feront qu'on atteindra nos objectifs Ok. sans grande difficulté. Et du coup, ma dernière question, est-ce que l'armée a pu t'aider du coup par rapport à ton parcours aujourd'hui? Est-ce que l'armée a un impact, toi, sur ta vie qui te permet peut-être d'en être où tu es aujourd'hui? Pas dans le sens où je pense qu'elle aurait souhaité, par exemple, avec Défense Mobilité, mais c'est évident que ce que je connais, mes capacités à aller dans la jungle, m'adapter aux milieux difficiles et aux situations extrêmes, aux situations à risque, je pense que l'armée m'a beaucoup appris, bien entendu. Ouais. D'accord. Ça, je le reconnais tout à fait. Même si j'ai pris un chemin différent, je regrette absolument pas ce que j'ai pu voir, apprendre ou faire à l'armée, ce qui me permet aujourd'hui de traverser des pays dangereux ou des zones assez périlleuses et d'avoir l'audace d'élaborer des challenges aussi difficiles que celui-là, quoi. Bien sûr, l'armée m'a beaucoup aidé pour ça. Ok, super, Moi. super. Eh ben écoute, en tous les cas, tout ce que je peux te dire, moi, aujourd'hui, Arthur, c'est bonne chance. T'es parti pour combien de jours? Ah, là, je suis parti pour 9 mois. 250 jours, c'est mon objectif. 20 km par jour. Ok. On va y aller. Merci à toi. On
On te suit tous et puis on te dit, bah, en tous les cas, bon courage à toi. Vraiment bonne chance pour cette expédition. Fais attention à toi surtout, j'ai envie de dire. Merci. Et puis, de toute façon, on se reverra bientôt et je pense qu'on refera une interview à l'issue de cette expédition qui, j'espère et je n'en doute pas, sera réussie. Donc, euh, donc, écoute, force à toi, Arthur. Merci Merci. encore. Et puis, de toute façon, on se reverra À bientôt. très bientôt, bien Allez. entendu. Alors, c'était Alan Ducaté sur la chaîne Captain Process. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager si vous avez des amis à vous qui sont aventuriers. Et surtout, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site d'Arthur. À très bientôt. Ciao, ciao.